En 2022, plus de 2 millions de Burkinabés fuyaient, tandis que 3 ans plus tard, 28 bataillons rouvraient des routes que l'on disait perdues. Ce renversement brutal, marché mort, qui bruissent à nouveau, puis asséché qui recoule, école fantôme qui rouvre, défie toute lecture linéaire et oblige à regarder de plus près ce qui a basculé. Que signifie pour nous ce retour à la vie au moment où Ibrahim Traoré répète que la paix se plante dans la terre plutôt qu'elle ne se proclame? Et si cette inversion silencieuse, presque têtue, annonçait une méthode durable plutôt qu'un simple miracle? La promesse qui émerge du Burkina Faso repose sur une idée simple. La paix ne vaut rien si elle ne transforme pas le quotidien. Dans ce récit, l'enjeu tient en 10 mots. La souveraineté commence par le pain, pas par la peur. Une formule brève qui fixe à la fois la direction et la limite du projet. Ce principe, répété dans les villages du Nord comme dans les marchés rouverts, redéfinit la reconstruction. Elle ne se mesure plus au discours, mais aux puits de réparés, aux champs replantés et aux familles qui reviennent. Or, derrière ces gestes concrets se cache un pari bien plus large: réinstaurer la dignité dans un territoire qui, pendant des années, n'a connu que la fuite. La question devient alors brûlante. La sécurité peut-elle tenir si elle ne nourrit pas? Car c'est cette confiance, fragile mais tenace, qui détermine le poids réel des promesses et ce qui reste lorsque les slogans s'effacent. Ce contraste presque abrupt n'est pas un simple rattrapage. Il marque le pivot d'une stratégie qui place le terrain humain au cœur de la sécurité. Avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré en 2022, le Burkina Faso vivait sous une pression constante. La moitié du territoire échappait à l'État. Les écoles brûlées servaient d'abri aux milices, les marchés régionaux n'étaient plus que des carcasses de tôles abandonnées. Les couloirs commerciaux s'étaient effondrés. Les villages se vidaient à mesure que les groupes armés étouffaient la vie sociale. Dans cette fragmentation silencieuse, l'idée dominante était fataliste. Là où l'État reculait, plus rien ne repoussait. C'est ici que s'inscrit la rupture. Le premier mouvement lancé après 2022 n'a pas consisté à proclamer une feuille de route, mais à inverser l'ordre des priorités, sécuriser vite, rester longtemps, puis reconstruire avec ceux qui avaient été forcés de partir. Les bataillons de réaction rapide ont avancé bloc par bloc, rouvrant des routes, nettoyant des axes, ramenant les bus scolaires, établissant des couloirs humanitaires. Derrière eux, des brigades civiles se sont installées de manière permanente, transformant l'espace libéré en espace social. Les résultats apparaissent d'abord dans les signes les plus humbles: un marché qui recommence à bruire, un puits qui recoule, une classe qui rouvre avec 3 enseignants revenus avant les élèves. Ces détails, en apparence ordinaires, tranchent avec les années d'abandon où même un robinet fonctionnel semblait impossible. Ils révèlent une logique nouvelle. La paix n'est pas une annonce, mais une accumulation de preuves concrètes. Ainsi se dessine le fil directeur de cette séquence: du fusil à la parole, de la parole au travail, puis du travail à la dignité retrouvée. Un pays longtemps fragmenté réapprend à tenir ensemble, non par miracle, mais par méthode, et surtout par présence quotidienne. Au nord du Burkina Faso, les premiers signes du basculement ne sont pas venus des grandes villes, mais de villages presque effacés des cartes administratives. À Gabou, par exemple, les routes étaient encore minées en 2023. 6 mois plus tard, une unité d'élite et une brigade locale avaient sécurisé les accès, permettant aux enfants de retrouver l'école. La scène semble modeste: un tableau noir remis en place, un robinet qui goûte encore, 3 rires qui résonnent dans une salle à moitié repeinte. Mais dans un territoire où chaque symbole d'ordre avait disparu, ce simple retour en classe agit comme un signal: l'espace public recommence à exister. Ensuite, Barcelogo offre un autre microcas révélateur. Autrefois fantôme, le village a vu son marché renaître sur les ruines d'un ancien poste de contrôle.
Les femmes y vendent du mil, les hommes réparent les motos, les jeunes discutent d'irrigation autour d'un sac de semences. Ces gestes ordinaires composent une cartographie nouvelle, non plus celle du bruit des armes, mais celle du travail retrouvé. Parallèlement, Bouledou Mouhoun illustre la même dynamique. Un marché reconstruit attire à nouveau les commerçants régionaux, transformant un ancien couloir dangereux en point d'ancrage économique. Là encore, la normalité devient une forme de victoire. Un étal de légumes, une balance rouillée remise en service, un troupeau qui traverse la place sans escorte. Dans toutes ces scènes, l'enjeu n'est pas la performance spectaculaire, mais la preuve que la vie civile reprend racine. Et c'est cette reprise, lente, concrète, tenace, qui répond à la question essentielle: la sécurité vaut-elle quelque chose si elle ne rend pas le quotidien possible? Tout bascule en 2022 lorsque Ibrahim Traoré hérite d'un pays meurtri. Plus de 2 millions de déplacés, des routes coupées, des marchés abandonnés, des écoles brûlées. Le diagnostic est sec. Aucune graine ne pousse sans sécurité. Cette phrase, qui semble d'abord symbolique, devient le socle d'une stratégie à deux temps. Frapper vite, puis rester. 28 bataillons de réaction rapide sont déployés vers le nord et le centre. Ils avancent bloc par bloc. Ils nettoient les axes. Ils rouvrent les routes. Ils établissent des couloirs humanitaires. Chaque zone libérée doit permettre un retour immédiat. Famille, bus scolaire, commerçants. Le mot d'ordre est simple: rouvrir avant de reconstruire. Dans les localités naguère aux mains de groupes armés, le silence bascule en mouvement. Lents convois, poussière de camions, premières échoppes relevées. Le climax survient lorsque les mêmes routes, reprises sous protection militaire, sont ensuite confiées à des équipes civiles qui ne repartent plus. C'est le cœur de la rupture stratégique. Les brigades de police de proximité s'installent, discutent, arbitrent, reconstruisent les liens. Elles deviennent des points fixes dans un territoire qui n'avait plus de repères. Les villages testent alors une nouvelle normalité. Une femme se rend seule au puits, un professeur rouvre une classe, un marché reprend ses rituels. Ces gestes banals, après des années de peur, fonctionnent comme des marqueurs de souveraineté. Pendant ce temps, la deuxième phase démarre, le plan agropastoral 2023-2025. Près d'1 milliard de dollars sont mobilisés pour relancer 8 filières: riz, maïs, tubercules, viande, volaille, pêche, blé, mangue. Les pluies tombent exactement quand les semis arrivent. Les canaux d'irrigation sont restaurés, les semences sont distribuées, les champs reverdis. Le pays comprend alors que le fusil peut ouvrir le champ, mais que seule la houe l'entretient. Lorsque les marchés revivent, les retours se multiplient. Plus d'1 million de personnes rentrent chez elles. Les 28 bataillons sécurisent désormais près de 7000 km de route. Les convois humanitaires circulent. Les commerçants reprennent les axes régionaux. Les écoles rouvrent. 320 en moins d'1 an. 3 enfants qui rient dans une salle repeinte comptent plus que toutes les conférences internationales. Dans les villages naguère vides, les familles reprennent les terres, défrichent les champs, remettent les troupeaux en marche. C'est à ce moment que le programme pastoral s'impose. Kit de bétail, campagne de vaccination, accès au marché. Chaque chèvre devient un futur troupeau, chaque troupeau un revenu, chaque revenu une forme de stabilité. L'économie locale repart dans un bruit d'ogouès métallique. Le quotidien prend le relais du discours. Et la méthode se révèle: sécuriser, installer, produire, vendre, réinvestir. La séquence complète renforce une conviction: la paix n'est pas un événement, c'est une dynamique cumulative. Et cette dynamique, dans l'esprit d'Ibrahim Traoré, se mesure aux gestes les plus simples: un puits réparé, une main qui pompe l'eau,
un enfant qui retourne à l'école. L'étape suivante exige des preuves, non des impressions. Le redressement du Burkina Faso se lie dans 3 repères quantifiables qui condensent l'ampleur du basculement. Plus d'1 million de déplacés revenus, près de 7 000 kilomètres de routes sécurisées, une hausse agricole de 45% entre 2023 et 2025. Ces chiffres ne sont pas jetés pour convaincre. Ils décrivent une réalité que des villages entiers vivent désormais au quotidien. Le premier repère montre que plus d'1 million de retours. Ce volume exceptionnel raconte un mouvement collectif rarement observé dans le Sahel. Il signifie qu'un espace perçu comme mortel redevient habitable. Les Fatites, les familles n'attendent pas des proclamations. Elles lisent la sécurité dans les trajets qu'elles empruntent à pied, dans les marchés qui rouvrent, dans les écoles où les enfants recommencent à réciter les alphabets. Le taux de retour volontaire dépasse les estimations de nombreux observateurs, tranchant avec des années de déplacement forcé, de peur chronique et de dépendance au camp. Chaque foyer revenu crée un micro-centre de stabilité, une maison réparée, un champ labouré, une chèvre attachée à un piquet. Ces détails produisent un équilibre nouveau. L'ordre ne descend plus d'en haut, il se reconstruit à partir du seuil de chaque habitation. Le deuxième repère souligne que 7 000 kilomètres de routes sécurisées. Ce chiffre équivaut à relier 2 fois Ouagadougou à la frontière malienne. Les faits dépassent largement la mobilité. Une route ouverte réactive des marchés dormants, connecte des villages isolés, redonne du souffle à des réseaux commerciaux étouffés par les barrages djihadistes. Les convois humanitaires circulent à nouveau. Les commerçants reprennent les axes qu'ils avaient abandonnés depuis des années. Une fois la circulation stabilisée, les prix locaux cessent de s'envoler et les producteurs trouvent des débouchés réguliers. Ainsi, chaque tronçon sécurisé devient une veine par laquelle circule à nouveau la vie économique. Le troisième repère révèle que plus 45% de productivité agricole entre 2023 et 2025. Cette progression, issue du programme agropastoral, résulte d'un triptyque simple: irrigation rétablie, semences livrées à temps, circuits commerciaux relancés. Les champs reverdis deviennent la démonstration visuelle d'un retour au travail et d'une économie rurale revivifiée. La reprise de 8 filières: riz, maïs, tubercules, viande, volaille, pêche, blé, mangue, crée une boucle fermée. Produire localement, transformer localement, vendre localement. Dans de nombreuses provinces, les pluies tombent exactement quand les semis arrivent, amplifiant l'effet des nouvelles infrastructures hydrauliques. Les coopératives se structurent, signent des contrats d'achat et les cantines scolaires servent désormais des produits burkinabés. Cette convergence transforme le paysage rural. Moins d'importations, plus de revenus internes, davantage d'autonomie. Pris ensemble, ces 3 repères composent la colonne vertébrale d'un pays qui se remet debout sans miracle, mais avec méthode. Les statistiques n'écrivent pas l'avenir. Elles révèlent seulement qu'un modèle enraciné peut rivaliser avec les recettes importées si le terrain porte la preuve. 2 visions s'affrontent lorsque l'on analyse la trajectoire récente du Burkina Faso. La première, soutenue par plusieurs observateurs étrangers, affirme qu'aucun progrès durable ne peut naître sous un régime militaire. Selon cette lecture, la suspension des élections annonce une dérive autocratique. Les succès visibles ne seraient qu'un vernis masquant une centralisation du pouvoir. La crainte est claire: sans contrôle démocratique strict, toute amélioration resterait fragile, réversible, dépendante d'un seul centre décisionnel. La deuxième vision, plus ancrée dans le terrain, renverse entièrement ce raisonnement. Elle affirme
que les rituels démocratiques ne signifient rien lorsqu'un pays ne peut ni circuler, ni produire, ni dormir sans peur. Les partisans de cette perspective avancent des faits précis: les marchés qui revivent, les écoles rouvertes, les familles qui rentrent par centaines de milliers, autant d'indicateurs tangibles d'une sécurité retrouvée. Ils soutiennent que la légitimité se gagne d'abord dans les actes. Une mère qui dort sans crainte, un enfant qui reprend l'école, un commerçant qui rouvre son étal. Le Stillman exige de comprendre que ces deux visions reposent chacune sur une vérité partielle. Oui, la liberté sans sécurité n'a aucun poids dans un territoire où la survie quotidienne prime. Mais oui aussi, une sécurité dépourvue d'ancrage démocratique pourrait vaciller si elle ne s'accompagne pas d'institutions capables de durer. La nuance s'impose donc: le Burkina Faso n'est ni une dictature classique, ni une démocratie stabilisée. Il traverse une transition façonnée par le besoin et par la reconstruction du bas vers le haut. Les réformes sociales, registre unique, programme de micro-entreprises, assurance santé universelle, décrivent une logique inclusive, non une confiscation du pouvoir. Elles créent des mécanismes où la décision publique se diffuse dans les comités villageois, les coopératives, les structures locales qui suivent les projets, corrigent les erreurs et relèvent les données. Cette dilution du pouvoir dans le travail partagé atténue la crainte d'une verticalité totale. Ainsi, le Stillman aboutit à une conclusion sobre: les deux camps ont raison sur un point essentiel. La sécurité donne un sol, la gouvernance donne une structure. Et c'est la combinaison des deux qui permettra au pays de tenir dans la durée. Une bascule discrète survient. Elle apparaît au milieu du récit, non dans une déclaration publique, mais dans une logique qui change d'échelle: le passage du secours à la production. Jusqu'ici, l'effort national semblait guidé par l'urgence: sécuriser, rouvrir, ramener. À partir de 2024, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le pays entre dans une phase où chaque geste vise la durabilité: irriguer, semer, nourrir, vendre. C'est ce moment précis qui transforme la reconstruction en stratégie économique. Une autre perspective consiste à: la campagne agro-pastorale 2023-2025 devient le centre de gravité. Les pluies tombent au bon moment, les semences arrivent à temps, les coopératives signent leur premier contrat, les troupeaux reviennent. Ce n'est plus seulement un territoire sécurisé, c'est un territoire qui recommence à produire. Il est à noter que la symbolique change aussi. Un puits de Réméré n'est plus un signe d'ordre, mais un outil de revenu. Un marché rouvert n'est plus une victoire logistique, mais une promesse économique. Une chèvre donnée à une famille n'est plus une aide ponctuelle, mais un futur troupeau. Pour en venir au point essentiel, à ce stade, la reconstruction cesse d'être défensive. Elle devient un système complet: terre, eau, semences, bétail, qui cherche moins à survivre qu'à prospérer. Un briquet qui transforme la vie nationale. Chaque niveau: nation, NN, douaniep, entreprise, DN, individu, Nguyen, ND, Rouvux, région, KV, révèle une conséquence concrète de la séquence engagée depuis 2022. 2022. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré. Dans l'administration, un mouvement long mais structurant se déploie. Le registre social unique redonne une identité administrative à chaque foyer déplacé. Plus d'1 million n'ont déjà été répertoriés. Ce n'est pas un détail technique. Une identité permet de recevoir une aide, de reconstruire une maison, de réintégrer un village. Les paiements numériques remplacent des circuits opaques. Les transferts directs deviennent traçables. L'assurance santé universelle, AMU, évite qu'une famille vende son bétail pour payer un traitement. Une autre perspective consiste à: la sécurité
cesse d'être un simple déploiement militaire pour devenir une gouvernance territorialisée. Chaque comité local suit les projets, remonte les données, corrige les erreurs. Le pays n'est plus seulement défendu, il est administré à nouveau. Dans les zones stabilisées, les coopératives agricoles deviennent des acteurs économiques. Elles signent elles signent des contrats avec le Programme alimentaire mondial, fournissent riz, haricots, mil aux cantines scolaires, relancent des circuits commerciaux interrompus pendant des années. Les marchés hebdomadaires récupèrent près de 60% de leur fréquentation d'avant-guerre. Les artisans reviennent, mécaniciens, menuisiers, réparateurs de motos. Un étal rouvert, une balance réajustée, un camion de mille qui arrive à l'heure. Autant d'indicateurs qu'un tissu économique dispersé se recompose. Kungluk, l'usine de viande de Bobo Dioulasso, se prépare à employer près de 3000 personnes, dont beaucoup d'anciens déplacés, créant un ancrage industriel inédit dans la région. Pour les familles, la transformation se perçoit d'abord dans des gestes minuscules. Une veuve peut vendre une chèvre pour acheter des médicaments, sans renoncer au repas du soir. Un jeune répare un toit plutôt que d'attendre l'aide extérieure. Une mère marche seule jusqu'au puits. Cette simple action, autrefois impossible, devient un indicateur de paix. Les groupes d'épargne féminins prospèrent dans des villages comme Gabou ou Tamasco. Les jeunes deviennent vaccinateurs, éleveurs, agriculteurs. Le travail remplace la peur comme premier organisateur de la journée. C'est ici que la vision d'Ibrahim Traoré, la paix doit nourrir, prend un sens concret. À l'échelle régionale, un déplacement stratégique s'opère. Les routes vers le Niger et le Ghana se rouvrent, le commerce transsaharien renoue avec des trajectoires abandonnées. Le Burkina Faso, longtemps dépendant de l'aide, ambitionne de redevenir exportateur de bétail et de produits agricoles transformés. Les États voisins observent la montée des coopératives, la décentralisation par comités locaux et, Ngeuklai, réévaluent leur propre modèle de stabilisation. La méthode burkinabé, sécuriser, installer, produire, commence à circuler comme une alternative aux schémas importés qui dominaient depuis 20 ans. Dans ces quatre sphères, un fil se répète: la paix n'existe que lorsqu'elle se convertit en possibilité de vivre. Et cette conversion, visible dans chaque marché, chaque puits, chaque foyer revenu, constitue la véritable mesure du basculement. Dans les 12 prochains mois, 3 trajectoires distinctes se dessinent pour le Burkina Faso. Elles ne prédisent pas l'avenir, elles en dessinent les conditions. Car dans un pays où chaque avancée repose sur des équilibres fragiles, sécurité, production, confiance, la moindre variation peut infléchir la courbe. Dans cette hypothèse, les programmes SRSU, PAMV et RAMU poursuivent leur intégration progressive. Les zones sécurisées restent stables même si les frontières avec le Mali et le Niger demeurent sous pression. La croissance agricole se maintient autour de 4-5%, portée par l'irrigation réparée et les filières locales qui trouvent leurs débouchés. Les coopératives rurales deviennent des relais administratifs, elles compilent les données, gèrent les aides, suivent les projets. Le pays avance, prudemment mais sûrement, sans retournement majeur. Condition clé: les routes doivent rester ouvertes et les retours familiaux continuer à un rythme soutenu. Il est à noter que si les pluies restent favorables et que les infrastructures agricoles tournent à plein régime, le pays pourrait dépasser ses prévisions. Les usines de transformation, notamment celle de Bobo Dioulasso, atteindraient leur capacité maximale. Le commerce régional se réactiverait, permettant au Burkina Faso de redevenir exportateur net de bétail et de produits agricoles. Le nombre de retours dépasserait 1,5 million, renforçant la dynamique de reconstruction communautaire. Ce scénario,
placerait le pays comme laboratoire sahélien de souveraineté productive. Condition clé, une stabilité durable des 8 filières agricoles relancées depuis 2023. À l'inverse, plusieurs risques peuvent inverser la trajectoire. Une flambée mondiale des prix des intrants agricoles renchérirait les semences et les engrais. Une sécheresse partielle compromettrait les récoltes, réduisant les revenus ruraux. Les tensions frontalières pourraient obliger à redéployer les forces, affaiblissant la stabilité acquise dans certaines zones. Si la production chute de plus de 15%, l'élan symbolique construit depuis 3 ans pourrait s'effriter et le gouvernement serait contraint de réactiver des aides internationales qu'il souhaitait éviter, ouvrant un débat interne sur l'autonomie. Condition clé, préserver les capacités de production locale, même en situation de stress climatique. Au centre de ces trois trajectoires subsiste la même équation, un modèle fondé sur la cohérence, sécurité, travail, administration locale, ne tient que si chacun de ces maillons reste solide. La prochaine année ne décidera pas tout, mais elle testera la résistance de ce système. Ce récit, aussi ancré soit-il dans le Sahel, parle à chacun de nous. Il montre que la reconstruction n'est jamais un geste spectaculaire, mais une suite de choix modestes qui, mis bout à bout, changent une trajectoire collective. Pour le spectateur, trois miroirs se dessinent, trois façons de se sentir concerné par ce qui se joue au Burkina Faso. Premier miroir, celui des bâtisseurs. Dans chaque pays, il existe des personnes qui réparent des maisons, relancent des fermes, rouvrent des ateliers après des crises silencieuses. Elles reconnaissent dans les marchés renaissants ou les puits réparés. Réparer une valeur universelle, recommencer malgré la fatigue. Cette logique, nourrir avant de promettre, résonne dans tous les territoires où l'on reconstruit plus que l'on ne commente. Deuxième miroir, celui des citoyens fatigués des discours. Ils voient dans l'expérience burkinabé une vérité simple. Une politique n'a de sens que lorsqu'elle améliore le quotidien. Un enfant qui rit à nouveau dans une école reconstruite vaut plus qu'un programme électoral. La leçon est directe. La stabilité n'est réelle que lorsqu'elle se voit, se touche, se vit. Troisième miroir, celui de la jeunesse. Dans un monde saturé d'images, l'action patiente impressionne parfois davantage qu'une rhétorique brillante. Voir des jeunes devenir éleveurs, vaccinateurs ou agriculteurs dans des villages autrefois désertés rappelle que la dignité se construit dans l'effort partagé, pas dans les slogans. Et cette dignité, lorsqu'elle renaît, devient un repère pour quiconque cherche une forme de constance. Dès lors, deux suggestions émergent pour le lecteur. Observer ce que la réalité produit avant ce que les discours promettent. Mesurer les transformations à l'échelle humaine plutôt qu'à l'échelle institutionnelle. Car le Burkina Faso rappelle une évidence trop souvent oubliée. Une société tient debout lorsque chaque geste utile trouve un écho dans la vie des autres. Pour comprendre comment un pays passe de la survie à la stabilité, il faut regarder la méthode, non les slogans. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la reconstruction du Burkina Faso repose sur une architecture en 5 étapes, chacune associée à un acteur clair, une action précise, un horizon temporel et un indicateur mesurable. Grâce au registre social unique, chaque famille déplacée obtient une identité reconnue. Sans ce numéro, aucune politique n'atteint sa cible. Avec, les aides deviennent traçables et les retours s'organisent. Les patrouilles mixtes installées durablement transforment la sécurité en facteur quotidien, mesurable par l'accessibilité des axes et la réouverture des marchés. Une veuve qui peut acheter nourriture et médicaments sans vendre son bétail devient l'indicateur d'une aide efficace. Irrigation réparée, semences livrées à temps, vaccination des troupeaux. La production devient un cycle plus qu'un pari.
Les résultats remontent, les erreurs se corrigent à la base et la transparence locale consolide la confiance. Ainsi, la reconstruction n'est ni un miracle ni une intuition. C'est une mécanique où chaque maillon soutient le suivant. Dans un village de Barcelogo, une femme tient un bébé d'un bras et une chèvre de l'autre, la même image qui ouvrait l'un des microcas du début. Ce geste simple, observé aussi à Gabou et à Boulé Doumourhoun, rappelle que la reconstruction ne se raconte pas dans les discours, mais dans les mains qui portent, réparent, nourrissent. C'est ce motif, une chèvre qui bêle, un robinet qui coule, une robinet qui coule, une classe qui rouvre, que Ibrahim Traoré utilise pour décrire la cohérence de son projet. Nourrir avant de promettre, bâtir avant de célébrer. Faits remarquables, ces symboles modestes valent plus que des bilans officiels. Là où régnait le bruit des armes, on entend désormais le clapotis d'un seau, le crissement d'une houe, les rires d'enfants. La dignité revient sans triomphe, sans fanfare, sans spectacle, seulement par l'obstination du quotidien. Pour en venir au point essentiel, une nation renaît quand un village recommence à respirer. Le Burkina Faso ne se relève ni par miracle ni par hasard. Il avance parce que des milliers de gestes ordinaires finissent par composer une trajectoire collective. Et cette trajectoire, qui commence dans un puits réparé ou un marché ranimé, interroge chacun de nous. Que ferait-on si nos seuls outils étaient nos mains? En changeant de point de vue, cette histoire n'appartient pas seulement au Sahel. Elle parle à toute société qui cherche à reconstruire sans attendre des solutions venues d'ailleurs. Parallèlement, le dialogue devient essentiel. Partager cette expérience, la confronter, l'observer avec nuance permet de comprendre ce que peut produire une reconstruction enracinée plutôt que théorique. Ce récit invite à discuter, à débattre, à comparer nos certitudes aux réalités du terrain. Une autre perspective consiste à la souveraineté, comme la paix, se nourrit d'une chose simple, la participation de ceux qui vivent les conséquences. Et si cette vidéo vous a éclairé, vous a surpris ou vous a questionné, le meilleur prolongement reste d'en parler, d'échanger, d'élargir la conversation.